Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. L'élection partielle du 14e arrondissement de Paris, beaucoup d'abstention. La grève à la SNCF, trafic réduit à 30% sur le réseau Grande Ligne. Après la mort du pape, une interview de Monseigneur Benelli, cardinal de Florence et papabile. Enfin, le retour en France d'un pilote prodige, Juan Manuel Fangio. Voilà rapidement résumé les grands sujets de cette édition de 20 heures. Mais il y avait aussi aujourd'hui un grand rendez-vous pour les turfistes. Il s'agissait du prix de l'Arc de Triomphe. Les parieurs ce soir, je vous le dis tout de suite, sont très nombreux à être satisfaits. Ils ont joué 74 millions, ils en ramasseront beaucoup moins. Ce sont les favoris qui l'ont emporté, les grandissimes favoris. Lester Piggott, qui montait à l'Edged, gagne ainsi son deuxième Arc de Triomphe. Vous le voyez s'envoler sur votre image vers la victoire. Un exploit réalisé pour la dernière fois il y a 22 ans. Le crack de l'époque s'appelait Ribot. Derrière Piggott et Alleged, deux autres favoris, Trion, monté par Schumacher, et Dancing Med, monté par Freddy Head. Trois favoris, cela signifie donc un tout petit tiercé, certainement très difficile à calculer, puisque nous n'en avons pas encore les rapports. Alleged, en tout cas, entre dans la légende des courses. Sa carrière va bientôt se terminer. Cela ne l'empêchera pas, au contraire, de rapporter de l'argent à son propriétaire. En gagnant pour la deuxième année consécutive le prix de l'Arc de Triomphe, Alleged prouve qu'il est encore meilleur à 4 ans. Lester Piggott, son jockey, l'a monté exactement comme l'année dernière, bénéficiant en plus cette fois d'un leader inattendu, puisque Don Alaric a fait le train pendant toute la course. Sans effort, Alleged prouva sa nette supériorité, quel que soit l'état du terrain. Je précise que la piste était très lourde et que la course se déroula en 2 minutes 36 secondes. À l'heure actuelle, Alleged s'est attribué 9 victoires sur 10 sorties et il réalise un total de gains d'environ 300 millions de centimes. Alors qu'en France, le monde des courses subit une crise importante, Robert Sangster, son propriétaire, se vante, lui, de gagner de l'argent avec son écurie. L'avenir d'Alleged est maintenant tout tracé. Il lui reste à courir les Champions Stakes fin octobre à Epsom. Ensuite, son propriétaire, Robert Sangster, l'enverra aux États-Unis dans son haras du Kentucky. Alleged entrera alors dans la lignée des grands étalons américains comme Millriff ou Secretariat. Il sera vendu en syndicat et à la bourse des étalons, le prix de sa saillie tournera autour de 250 000 francs. C'est une très belle fin pour un champion. Jean-Paul Ier aurait laissé un testament. Radio Vatican a confirmé cet après-midi la rumeur qui courait à Rome depuis le début de la matinée. Un testament très court, écrit, semble-t-il, au lendemain même de son élection. Personne ne sait encore quelles étaient les dernières volontés de Jean-Paul Ier. On ne les connaîtra qu'après l'élection du nouveau pape. Aujourd'hui, dans toute l'Italie, les fidèles se sont pressés dans les églises. La chrétienté en deuil a prié pour le repos de l'âme du souverain pontife. Rome et sa campagne se sont mises à l'heure de la tristesse et de la pluie. C'est loin de Rome, dans un petit village, que nous avons passé cette matinée. 7 Camini, 3500 habitants, une majorité communiste. La messe de 10 heures. Elle sera suivie un peu plus tard du premier catéchisme de l'année, le catéchisme de la rentrée, dispensé dans la salle à manger du curé, un homme tout simple qui commencera par un hommage à celui qui fut, l'espace d'un mois, le pape du sourire. Les enfants, nous allons prier pour le repos de l'âme de Jean-Paul Ier. L'eterno riposo, dona a lui, Signore, renda a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Comme dans beaucoup de villages italiens, la Casa del Popolo, la maison du peuple du Parti communiste, se trouve juste en face de l'église. Et tout à l'heure, beaucoup de militants étaient présents à la grand-messe, avant de gagner la grande salle de la Casa del Popolo pour vaquer, comme chaque dimanche, à leur occupation. Sandro Rocca, 21 ans, maçon, est le responsable de la section jeunesse. Et c'est sans hésitation qu'il nous a dit ce qu'il pensait de la mort de Jean-Paul Ier. Nous avons dans notre file des militants communistes qui sont catholiques pratiquants. Di fronte alla morte Oui. d'une personne, nous avons dans notre cœur un sentiment de tristesse. Déjà, quand il était cardinal, il s'est beaucoup occupé des gens simples et pauvres.
Et c'est pourquoi nous, communistes de ces villages, avons de la peine et de la tristesse devant sa mort. Un dimanche pas tout à fait comme les autres à Sette Camini, un dimanche de tristesse et de pluie. Monseigneur Baggio, Monseigneur Colombo ou Monseigneur Lorscheider, même si le petit jeu des pronostics bat son plein à Rome, l'accession au trône de Saint-Pierre ne répond pas, vous le savez, au canon habituel des compétitions électorales, qui, en août dernier, avait pensé à Monseigneur Albino Luciani pour succéder à Paul VI. Certains cardinaux exercent cependant plus d'influence que d'autres. C'est le cas du cardinal archevêque de Florence, Monseigneur Benelli. N'a-t-on pas dit que c'était lui qui avait fait, entre guillemets, l'élection de Jean-Paul Ier? Monseigneur Benelli était en France. Aujourd'hui, il présidait aux cérémonies marquant à Lisieux le 81e anniversaire de la mort de Sainte Thérèse. Et Monseigneur Benelli a accepté de répondre aux questions que l'on se pose à propos du prochain pape. Je crois un pasteur avant tout, que ce soit le nouveau pape, soit vraiment un pasteur, un homme de foi, parce que c'est le moins de du doute maintenant, de la scepticisme, et aussi vraiment de foi en Dieu, qui amène à l'amour, vraiment une très grande bonté. Je crois que ce sont les trois points essentiels ensemble qui doivent dominer la personnalité du nouveau pape, vis-à-vis justement à l'an 2000 et en considérant les exigences d'aujourd'hui, du monde des gens d'aujourd'hui, et surtout, je dirais, des jeunes. J'ajouterai aussi un homme comme le cardinal Luciani, le pape Jean-Paul Ier, un homme qui soit très direct, très immédiat, qui donne, qui a cette fraîcheur, n'est-ce pas, qui est tellement demandée par les jeunes. Ce sens d'authenticité, d'honnêteté, de sincérité, de simplicité. Comment pensez-vous résoudre le problème de l'Église aujourd'hui? Elle est en crise, il y a le problème des vocations, il y a le problème du schisme, il y a finalement beaucoup de problèmes. Et puis comment pensez-vous pouvoir remonter ce courant? Pour nous, quand il y a crise, il faut rechercher. Si on recherche, on trouve toujours une crise de foi. Il faut essayer de raffermir notre foi. Et notre guide, le pape, doit être un homme, surtout un homme de foi, robuste. À Paris, les opérations de vote dans le 14e arrondissement sont terminées depuis 8 minutes et 45 secondes, très exactement, depuis 20 heures. Nous n'avons bien sûr encore aucun résultat, mais Daniel Grand-Clément, vous êtes à la mairie du 14e arrondissement. Est-ce que nous connaissons déjà le chiffre de la participation à ce scrutin? Non, nous n'avons que le dernier pointage à 19h, ou plutôt à 18h45. Et à ce moment-là, eh bien, 61,6% des électeurs avaient voté, c'est-à-dire 10% de plus que dimanche dernier à la même heure. C'est relativement peu, il y avait eu, je vous le rappelle, 46% d'abstention. Tout cela n'est pas très bon pour M. de la Malène. On estime en général que c'est lui qui avait le plus souffert des abstentions dimanche dernier. Il lui fallait rattraper quelques 3000 voix sur 38 000 inscrits. Cette circonscription est toujours très disputée. Vous savez que Christian de la Malène avait gagné de 47 voix en mars dernier. Il était invalidé donc. Les résultats sont donc disputés, ce qui explique un petit peu la fébrilité du débrouillement. Résultat donc dans 2 heures. Bien, vous pensez que nous aurons les résultats dans notre journal de 22 heures. Nous vous les communiquerons bien sûr à ce moment. Monsieur Raymond Barre était l'invité du Club de la Presse d'Europe numéro 1 ce soir. Noël Copin, vous revenez de chez nos confrères. Monsieur Barre a fait une révélation. Il ne s'intéresse pas du tout, a-t-il déclaré, aux élections présidentielles de 1980. Il ne s'y intéresse pas pour lui, en tous les cas. Il ne s'y intéresse pas personnellement pour lui-même. C'est effectivement l'information de la soirée, et c'est une information qui vient ponctuer les thèmes que le Premier ministre a repris ce soir au cours de cette émission. Il disait hier, en parlant devant des jeunes dans la région lyonnaise, on me demande de changer de chanson, je ne changerai pas. Et bien ce soir, effectivement, il a repris les thèmes qu'il avait amorcés tout au long de la semaine dans différents discours. Et si vous voulez, en résumant, on pourrait dire que M. Barre, fidèle à lui-même, a repris d'abord avec ironie les attaques dont il est l'objet concernant sa suffisance. C'est une mode de dire que je combine la plus parfaite assurance avec la plus parfaite autosatisfaction. Il a des certitudes, mais qui ne concernent pas sa personne, qui concernent sa politique. Ma personne est peu en jeu, dit-il,
Quant à sa politique, deux affirmations. Le gouvernement est dans la ligne des grandes orientations fixées par le président de la République au lendemain des élections et il n'est pas question de changer cette politique. Mais ces thèmes que le Premier ministre a repris aujourd'hui, je crois, il m'a semblé qu'il les reprenait avec un ton un peu plus grave. En particulier, par exemple, il n'hésite pas à insister sur les inquiétudes et les incertitudes des Français. Je les comprends, dit-il. Alors quoi faire? Eh bien, poursuivre sa politique, même si cette politique est impopulaire. Et il faut expliquer, il faut dire la vérité. Voici, je crois, un peu le condensé, si vous voulez, de ces thèmes. Et quelle est la preuve, si vous voulez, de leur sincérité? Eh bien, c'est là la révélation de la soirée. Donc, parmi tous ceux qui tiennent des discours, dit Raymond Barre, je suis le seul qui ne s'intéresse pas à l'élection présidentielle de 1981. Donc, M. Barre, lui, ne change pas de chanson, même s'il sait qu'elle ne plaît pas à tout le monde, et il laisse discrètement entendre que les chansons des autres sonnent peut-être un peu moins justes parce qu'elles visent à recueillir plus tard des applaudissements. Mais si vous le voulez, nous pouvons écouter maintenant une réponse de M. Raymond Barre dans laquelle, précisément, il s'intéresse au malaise d'un certain nombre de Français. M. Raymond Barre, donc, presse d'Europe numéro 1. Un certain nombre de Français avaient pensé qu'au lendemain des élections, on pourrait s'arrêter de poursuivre l'effort qui était entrepris et dont le président de la République et moi-même, nous avions dit que cet effort devait être poursuivi. Il y a eu le sentiment qu'une fois les élections gagnées, la majorité en place, le gouvernement installé, toutes les choses s'arrangeraient. C'est un phénomène que nous avons pu observer. Et il a fallu, à ce moment-là, prendre des décisions qui, évidemment, allaient à l'encontre de ce sentiment diffus. Que faire? Eh bien, je crois qu'il faut simplement expliquer aux Français pourquoi ces décisions sont prises. Elles ne sont pas prises pour les faire souffrir. Elles ne sont pas prises, comme on tente à le dire ici ou là, et pas seulement dans les rangs de l'opposition, parce que ces décisions procèdent d'une vision théorique des choses. Les décisions qui sont prises n'ont qu'un but, permettre à la France de surmonter ses difficultés et faire en sorte que la France soit dans le peloton de tête des nations industrialisées. Car c'est cela qui est fondamental. Ce ne sont pas les discours sur des mesures à court terme, qui sont des mesures de facilité, qui créeraient une sorte de feu de paille et dont nous subirions ensuite d'affreuses conséquences, en particulier pour l'emploi. C'est au contraire une action courageuse et continue pour rendre les structures françaises compétitives et pour faire en sorte que dans l'avenir, il y ait en France des emplois sains et non artificiels, des emplois durables et non précaires. Voilà la politique du gouvernement. Pour clore ce chapitre politique, je vous rappelle que nous recevrons mardi soir à 20h dans une édition spéciale M. Michel Rocard. La grève à la SNCF, trafic très réduit aujourd'hui tant sur le réseau banlieue de Paris que sur le réseau grande ligne. Un train sur 3 environ circulait. La grève se poursuivra demain et mardi. Une des raisons de cette grève, les conditions de travail. La SNCF envisage d'équiper les trains avec un seul agent dans la motrice et les cheminots protestent également contre le travail de nuit qui tend, disent-ils, à augmenter. Ils sont 23 000 roulants qui vous conduisent d'une ville à l'autre ou bien qui transportent des marchandises. Quelle est leur vie? Une de nos équipes a voulu le savoir. Elle a suivi l'un de ces roulants dans sa machine sur le réseau Est de la SNCF. C'est une composition un peu hétéroclite. Il y a des voitures qui viennent de Bâle, il y a des voitures qui viennent d'Autriche, il y a des voitures qui viennent d'Italie, il y a un peu de tout. Je travaille 5 jours dans la semaine, je fais 4 nuits. J'ai fait 2 marchandises les premières nuits, puis 2 messageries les 2 autres. Mais c'est pas trop dur? C'est la nuit, hein. Vous avez connu des machines à vapeur? C'était peut-être un peu plus pénible physiquement, mais enfin, c'était du travail d'équipe. Jean Fournier a 49 ans. Il est entré à la SNCF à 14 ans. Marié, il a 3 enfants. Il gagne en moyenne 6 000 francs par mois.
Depuis 10 ans, il fait cette ligne, Paris-Belfort, Belfort-Paris. À chaque arrivée à Belfort, il retrouve le foyer, une bâtisse construite à proximité du dépôt, un couloir et de chaque côté quelques chambres individuelles où il n'est pas toujours facile de trouver le sommeil à cause des trains. « 9 heures de repos minimum entre chaque roulement. Sa vie semble minutée. » Hier soir, on a commencé à 19h40. On a démarré avec le train à 20h40. Arrivé à Belfort à 2h40. Les mêmes gestes, la même ligne, vous vous sentez pas trop seul? L'habitude. S'habitue. Mais au départ? Au départ, on n'était pas tout seul. C'était en équipe avant. Et ça va disparaître, ça? Pareil. Il y a des projets. Ça sera dur d'être tout le temps tout seul. La semaine prochaine, vous allez arrêter le travail? C'est possible, sans doute. Il est 23 heures. Jean reprend son service. Le train s'ébranle. Il fait toujours nuit. Il sera à Paris 8 heures plus tard au petit jour. Jean s'est habitué à cette vie décalée. C'est la sienne. Il passe plus de temps sur sa machine et dans les foyers de la SNCF qu'à la maison. Pourtant, Jean ne voudrait pas changer de métier. Ce métier, ça représente quoi pour vous? C'est mon métier. Et il me plaît. Malgré les contraintes? Oui, mais enfin... Il y a des contraintes, c'est un peu comme dans tous les métiers, mais enfin, ça me plaît. C'est mon métier. Les Juifs du monde entier célébreront demain le Rosh Hashanah, le Nouvel An israélite. Le réveillon de ce soir a été marqué déjà par un attentat dans le centre de Jérusalem. Une bombe a explosé. Il n'y a pas eu de victimes, mais d'importants dégâts. Ce matin, un commando palestinien avait été capturé par les troupes israéliennes. Ce commando était chargé de commettre un attentat pendant les fêtes du Nouvel An juif. Au Liban, la trêve des combats n'aura pas duré plus de 24 heures. Dès cet après-midi, des coups de feu ont été à nouveau échangés entre soldats syriens et miliciens chrétiens. On ne sait pas si ces affrontements ont fait des victimes, mais on connaît maintenant le bilan des combats de ces dernières 48 heures. Au moins 220 morts et blessés au sein de la population chrétienne. Évidemment, depuis 3 ans que le Liban est déchiré, dévasté, mutilé par la guerre, on a souvent entendu les mots de catastrophe et de cataclysme. On finissait même par s'habituer à l'horreur quotidienne. Cette fois pourtant, l'horreur confine au cauchemar. Les bulldozers ont mis à jour une vingtaine de cadavres dans des abris qui se sont effondrés sous les coups de boutoir de l'artillerie syrienne. Des grosses pièces de 240, crachant des bombes de 100 kilos. C'est un très gros calibre. On l'utilise en général contre des bunkers, des ouvrages fortifiés. Samedi, à Beyrouth, ils ont creusé des brèches énormes dans de simples immeubles d'habitation. Les habitants des quartiers chrétiens ont subi ce déluge pendant 7 heures, le plus souvent blottis dans des cages d'escalier des immeubles pour échapper au manque d'air des abris. Ce qu'il y a peut-être de plus remarquable, c'est qu'un quart d'heure seulement après la fin du pilonnage, certains commerçants relevaient leur rideau de fer. C'est un signe qui ne trompe pas. Pour les Libanais, même le pire est devenu routine.
En Iran, le mot d'ordre de grève lancé aux commerçants par les syndicats a été très largement suivi ce dimanche et l'armée a dispersé ce matin une manifestation. Mais un attentat a aussi été commis à Mashhad, dans le nord-est du pays. Un colonel de la police a été tué à coups de revolver. L'auteur des coups de feu a réussi à prendre la fuite. Dans le midi de la France, les sapeurs-pompiers ont bon espoir de se rendre maître assez rapidement des incendies qui ont ravagé en 24 heures plus de 2000 hectares. Le Mistral souffle toutefois encore assez violemment, rendant difficile la tâche de ces sauveteurs. Et puis un rendez-vous demain sur Antenne 2, un rendez-vous avec le premier bébé éprouvette de l'histoire. Une grande première mondiale que nous découvrirons avec vous à 21h30. Martina Laregno. Oui, et en exclusivité. C'est une très belle histoire et c'est une histoire vraie à 5 personnages. Un couple désespéré qui a lutté pendant des années contre la stérilité et vous assisterez à cette démarche, une ténacité fantastique, un désespoir, une envie d'avoir un enfant et un très beau résultat. Et aussi un autre couple, un couple de médecins, un biologiste, un gynécologue, qui pendant des années ont eux aussi lutté pour trouver un moyen de guérir certaines stérilités impossibles autrement. Le 5e personnage, c'est donc le ce 5e bébé. personnage, un superbe bébé, vous le verrez très photogénique, très sympathique et qui est la preuve vivante d'un bon résultat. Alors vous aurez des commentaires à la fois scientifiques et humains, tout à fait passionnants, des images exceptionnelles aussi. Vous verrez une fécondation en éprouvette, vous verrez la naissance du bébé du siècle. Et puis, ce film va poser plein de questions. Les Français ont envie de savoir si chez nous aussi on aura un jour des bébés éprouvettes, si c'est la peine, s'il n'y a pas d'autres moyens. Alors avec nous, un gynécologue, le docteur Jean Cohen, qui depuis longtemps se consacre à la maîtrise de la fécondité, soit pour la contraception, soit pour la stérilité, qui connaît les docteurs Steptoe et Edwards, viendra discuter avec Jean-Pierre Elkabbach et moi-même pour nous dire un peu ce qu'on peut attendre en France, aujourd'hui et demain sur ce sujet. Croyez-moi, très passionnant. Louise, donc, un bébé éprouvette, un document tourné, je crois, par nos confrères de la BBC il y a quelques semaines. Times BBC, il y a quelques semaines seulement. 21h30, donc, question de temps, demain soir, sur Antenne 2. Guillermo Villas a gagné 8 500 $ cet après-midi. L'Argentin a remporté le tournoi de la raquette d'or à Aix-en-Provence. Il l'a emporté en 3-7 assez facilement face à un autre Argentin, José Luis Cler. En 1939, puis en 1947, et de 1947 pardon, à 1951, la ville d'Angoulême a organisé un grand prix automobile sur un circuit qui était tracé dans la ville. Ce circuit s'appelait le circuit des Remparts. Pour évoquer cette course et ce circuit, la municipalité a eu l'idée d'organiser les premières assises nationales de l'automobile ancienne. Invité d'honneur de cette manifestation, l'idole des années 50, qu'il avait d'ailleurs emporté en 1950, Juan Manuel Fangio. Lorsqu'il disputa son dernier Grand Prix en 58, Fangio conduisait une voiture qui n'avançait pas. Futur vainqueur, l'Anglais Hawthorne l'avait rejoint dans le dernier tour, mais il refusa de le doubler. On ne prend pas un tour à cet homme-là, expliqua-t-il après la course. Âgé de 67 ans aujourd'hui, Fangio ne court plus depuis 20 ans et pourtant il reste encore le symbole du champion automobile. C'est un honneur pour moi. Jamais je n'aurais pensé laisser un souvenir dans l'histoire de l'automobile. Est-il difficile de piloter en course aujourd'hui plutôt qu'à votre époque? En fait, les circuits sont aujourd'hui beaucoup mieux protégés. Mais si les pilotes exigent des protections, c'est parce qu'ils les trouvent nécessaires. Actuellement, les pilotes parlent beaucoup de sécurité. Ils en parlent trop, ou à votre époque, on n'en parlait pas assez? Autrefois, nous n'avions pas tellement droit à la parole. Mais autrefois, il mourrait aussi beaucoup plus de pilotes sur les circuits. Y es justo que pidan también más defensa. Antes moría más gente que actualmente. Vous avez été un bon footballeur. Auriez-vous aimé faire carrière dans ce sport? Physiquement, on ne peut pas durer en football. En notons ces différences, c'est elle qui vous emmène. Êtes-vous superstitieux? Au début, oui, je l'étais. Je profitais de la nuit pour reconnaître le circuit de Berne quand un chat noir a surgi devant la voiture et je l'ai tué. J'ai eu du mal à m'endormir par la suite et le lendemain, la course a été rendue difficile à cause de la pluie. J'ai complètement oublié le chat et j'ai gagné. Ce jour-là, je n'ai plus été superstitieux.
Quel est votre circuit préféré? Le Nürburgring. Est-ce qu'il y a des victoires qui manquent à votre palmarès? Sí, me hubiera gustado ganar la 1000 Les 1000 milles et les 24 heures du Mans. y 24 horas de Le Mans. Belle voiture. Je viens de recevoir les rapports du tiercé qui se courait donc cet après-midi dans le prix de l'Arc de Triomphe. Je vous rappelle la combinaison, le 6, le 8, le 18, un petit tiercé, 490 francs pour 5 francs dans l'ordre et 98 francs dans un ordre différent. Petit tiercé, mais beaucoup de gagnants. 82 817 parieurs trouvent ce tiercé 6, 8, 18 dans l'ordre et 353 180 personnes l'ont joué juste dans un ordre différent. L'alternance pluie-beau temps annoncée par la météo a été nettement dominée par la pluie aujourd'hui au nord de la Loire. Demain, les conditions météo devraient être à peu près semblables à celles que nous avons connues ce dimanche. Mitigé dans le nord, assez beau sur le littoral méditerranéen avec des vents assez forts de nord à nord-est. Voilà, cette édition est maintenant terminée. À 22 h, Hervé Claude vous présentera notre dernier journal. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver tout au long de cette semaine, chaque soir à 20 h. À demain donc, bonsoir.